Alors, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette conférence de début d'après-midi sur Mobility for Business. Une table ronde qui va nous transporter vers l'avenir de la logistique avec cet intitulé « Capteurs dans les colis, géolocalisation, entrepôts connectés, robotique mobile ». Les solutions qui optimisent les performances de la logistique sont nombreuses. Eh bien, nous avons la chance d'avoir un panel nombreux aussi pour les explorer ensemble avec 4 invités. Je vais vous les présenter un par un, c'est beaucoup plus simple comme ça. À ma gauche, Philippe Orvin, bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Nomadic Solutions, un expert français de l'écomobilité, de la géolocalisation et de l'innovation, mais je suis sûr que vous allez le présenter bien mieux que moi. Pas forcément, puisque on est une entreprise qui a 20 ans d'existence et qui a toujours fonctionné sur des marchés de la géologue, de la sécurisation des biens, de la gestion des flottes d'entreprises, avec des produits qui sont basés sur du GSM 4G maintenant et du GNSS, avec des tas de subtilités qu'on pourra peut-être exposer durant la conférence. Juste pour finir la présentation, votre siège social et puis le profil de vos clients. Alors, à qui vous adressez-vous ? On ne vend que du hardware dont nos clients sont des intégrateurs. Et le siège social est à Villaroche, qui est le célèbre aéroport de Melun. Voilà. où il y a quand même Air Légende, qui est quand même un meeting aérien très connu. Bon, on ne va pas parler d'aérien, quoique aujourd'hui, mais en tout cas, rendez-vous est pris pour la prochaine édition. À votre gauche, Laurent Coussonnet, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes directeur commercial de LinkSense. Alors, je vais tenter la présentation aussi. Leader mondial de la conception et de la fabrication de micro-connecteurs. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est une synthèse. C'est une synthèse qui s'entend. Voilà, donc LinkSense est une entreprise française basée à Levallois-Perret qui fait à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 6 usines à travers le monde, dont l'une la plus importante à Mantes-la-Jolie, et on fabrique des milliards d'objets connectés par an, à peu près une quinzaine de milliards. Et notamment, on nous connaît beaucoup puisqu'on équipe quasi la totalité des cartes bancaires. Très bien. Et LinkSense est à l'origine effectivement l'inventeur de l'antenne RFID, donc le paiement sans contact, le passeport biométrique, etc. etc. Voilà. Parfait, bienvenue sur cette table ronde. À votre gauche, toujours Cassandre Lecor, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes Sales, Marketing and Communication Director de Parangon, qui conçoit et développe des technologies, notamment pour les solutions sans contact. Je vous laisse nous préciser tout cela. Exactement. Alors, je vais juste préciser Paragon ID. Paragon ID. Oui, mais j'ai vu que sur votre page, je n'avais pas le ID. Alors, du coup, j'ai eu un doute Il tout à l'heure. existe bien. Il est bien. Donc, Paragon ID. Paragon ID, c'est une entreprise française qui est basée à Argenz-sur-Saudre, où on a notre usine de fabrication d'étiquettes type ticket de métro parisien aujourd'hui que vous connaissez, ou vous avez dû tous utiliser peut-être en venant ici. Carte Navigo également, et on va aller aussi sur d'autres éditions et commercialisation de systèmes type RFID, NFC, avec des acteurs comme Decathlon par exemple qui utilisent nos tags d'identification, Air France pour les tags bagages. Et aujourd'hui je représente plus précisément la filière Discovery qui fonctionne en tant qu'intégrateur de systèmes et de solutions de traçabilité. Donc on est intégrateur multitechnologique, donc on a toutes les technologies du panel représentatif de ce qui se fait sur le marché et évidemment agnostique pour conseiller sur toute la chaîne à un prospect, un client qui souhaite mettre en place un projet. Donc de l'étude d'un cahier des charges jusqu'à la partie maintenance et après. Très clair, merci beaucoup. Merci. Et enfin, pour terminer, pour boucler ce panel, Arnaud, oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable grand compte chez Checkpoint Systems, un spécialiste notamment de la démarque inconnue dans le retail, mais vous allez également l'expliquer bien mieux que moi. Écoutez, effectivement, Checkpoint Systems, c'est 50 ans d'expérience dans la lutte contre le vol, dont 20 ans en RFID, donc effectivement une belle expertise en RFID sur le marché du retail. Nos clients sont des retailers, donc effectivement Decathlon est un acteur majeur, CA, Inditex, etc. Et donc Checkpoint accompagne ses clients donc, de la source jusqu'au magasin. Donc ça c'est une particularité. Donc on fait beaucoup de tags, donc à peu près 3 milliards de tags à la source par an. Environ un magasin sur 2 est équipé de nos solutions anti-vol. Et voilà, donc beaucoup d'expérience et surtout des nouveaux marchés. La RFID va apporter pas mal de nouveaux marchés
qu'on va pouvoir discuter un petit peu. Et vous êtes une société américaine, mais vous avez une implantation en France. Exactement, on est basé à Montilly-le-Bretonneux en France avec 80 personnes environ et donc qui nous permet aussi d'avoir toute l'agilité que peut avoir un groupe international mais aussi s'adapter à nos clients en France. Parfait. Alors, puisque le temps est compté dans les conférences ici même, je vous propose de nous organiser en 3 parties. D'abord, évoquer cette notion de performance dans la logistique à travers les enjeux auxquels répondent vos solutions et puis vos solutions, hein, pour bien comprendre ce que vous proposez sur ce marché. Ensuite, peut-être une discussion un peu plus large sur vos conseils pour bien faire les bons choix, bien mettre en avant les bonnes pratiques pour être justement plus performant. Et puis, on sortira, comme souvent en fin de conférence, un peu la boule de cristal pour se demander quelles seront les technologies à suivre, les enjeux à suivre, les usages à suivre dans les prochaines années. Voilà, tout ça devrait nous occuper une 40aine de minutes et puis on gardera un peu de temps pour les questions-réponses traditionnelles à la fin de cette conférence. Alors, commençons d'abord par les enjeux. On peut peut-être faire un petit tour là-dessus. Chacun dans votre domaine, puisqu'on parle de performance de la logistique, quels sont les enjeux sur lesquels justement auxquels vous venez répondre pour être plus performant? Et on commence par Philippe peut-être. Toujours moi qui commence. Alors. Oui, vous vous êtes mis à ma gauche. Voilà. C'est moi qui vous ai mis en plus. Je mens. Bon, les enjeux, ils sont pour la géolocalisation de biens extrêmement simples. Hein. C'est des enjeux d'antivol, hein, de surveillance, de sécurité, de façon à essayer d'éviter les tombées du camion intempestives. C'est aussi la traçabilité pour tous les systèmes de gestion warehouse. C'est la cybersécurité aussi, savoir, parce que c'est un enjeu qui va prendre de plus en plus d'importance avec l'augmentation des quantités d'IoT qui sont sur le marché. Et puis, c'est aussi l'adéquation et l'interopérabilité entre les systèmes, parce qu'on s'aperçoit souvent que la cohabitation entre plusieurs technologies, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, en parlant de géolocalisation, donc, il y a quand même 2 grands secteurs qu'il ne faut pas confondre. Hein. C'est la géolocalisation à l'extérieur et la géolocalisation indoor, qui correspondent à deux technos qui n'ont pas grand-chose à voir, bien que le 5G, paraît-il, doit réconcilier les deux, paraît-il. Voilà. Laurent, même question. Comment vous facilitez la vie de vos clients avant d'entrer dans le détail de la solution? Voilà, à quels enjeux de performance vous répondez? On peut dire qu'aujourd'hui, il y a 4 domaines hein, qu'on essaie d'adresser. Bon, pour nous, en clair, ça se résume à identification, authentification, logistique et puis traçabilité. Donc sur cette partie identification, il s'agit effectivement sur un certain nombre de produits d'être capable de les identifier derrière, soit pour les router, soit pour éventuellement leur donner des droits, soit pour les affecter. L'authentification, c'est accompagner ces objets dans des problématiques à l'export. Je parle du vin, je parle des produits de luxe, je parle d'un certain nombre de choses. La traçabilité, c'est tout ce qui va permettre de faciliter, d'optimiser la gestion des stocks, les paiements. Mes voisins ont parlé de Decathlon, je crois que c'est un très très bon ambassadeur de la RFID. Et puis tout ce qui est logistique, c'est qu'effectivement derrière, les grandes surfaces, les grandes entreprises, les entreprises d'une manière générale, veulent optimiser leur logistique, aller plus vite, moins cher, et savoir où tout ça se trouve. Voilà. En règle générale, c'est quand même aller plus vite et moins cher. Ça, une fois qu'on a validé ces deux critères-là, oui, tout le monde est content. Mais pas forcément. Il y a certains marchés qui sont vraiment dans la valeur. Dans la valeur et par exemple, lesquels par exemple? Les produits de luxe, hein, notamment. Oui. L'identification, l'authentification de produits de luxe à l'export, c'est un sujet très important. Et presque plus important que le prix. Pratiquement. Cassandre, même question. Vos clients, comment vous leur facilitez la vie et comment vous améliorez leur performance? Alors moi spécifiquement, je vais être très concentrée sur la logistique industrielle pour ceux qui s'y ressemblent. Donc ça va être des enjeux et des problématiques un peu de base, mais qu'il faut rappeler, avec toujours des enjeux sociaux, de conditions de travail, des enjeux environnementaux, quand on a des demandes toujours en plus, certes pertinentes, mais demandeuses pour des entreprises en transition sur des réductions de gaz à effet de serre, de consommation, de production. Et des enjeux économiques, évidemment. Je rejoins quand même ce que vous disiez tout à l'heure. On a besoin de créer de la valeur et cette valeur, elle va aussi pouvoir être créée par de la logistique plus performante, qui est encore une clé de la compétitivité des entreprises aujourd'hui. C'est là où on peut faire beaucoup de choses et elle va être
en tout cas dans notre métier et chez nos clients, beaucoup plus intensifié, si je puis dire, par rapport aux enjeux actuels de l'industrie. Ça va être de la personnalification de certaines productions de masse, donc avec beaucoup plus d'identification, beaucoup plus de séries, beaucoup plus de stockage, et des flux donc, qui vont se complexifier et se massifier aussi dans les années à venir. Voilà. Et l'exigence des clients, évidemment, toujours plus. Arnaud, même question. En préparant cette conférence, vous m'avez dit nous sommes capables de suivre le produit de l'entrepôt au magasin. Ça résume un peu le bénéfice que vous apportez à vos utilisateurs, à vos clients. Même dès la source, puisqu'on peut poser les tags directement sur... Oui, même avant l'entrepôt. Voilà, donc en fait c'est une solution qui est complète. Forcément, le premier endroit où arrive le produit, c'est l'entrepôt. Forcément, 100% ou quasi 100% des produits passent par les entrepôts. Donc nous, notre enjeu, ça va être de fiabiliser et donc de digitaliser cet outil au niveau entrepôt. Enfin, l'ensemble de stock au niveau entrepôt. Donc, on a des solutions pour répondre à de nombreux enjeux. Donc, parce qu'il y a aussi... d'autres enjeux aussi pour les entrepôts, c'est-à-dire gérer les nouveaux flux, parce qu'il y a des nouvelles demandes de consommateurs. On parle de flux web aussi, donc ça modifie les entrepôts. Ce qui a modifié aussi les entrepôts, c'est la fréquence de livraison, qui était, j'allais dire, il y a quelques années, de 1 par semaine et à tous les jours. Donc forcément, on travaille différemment. Et donc plus on va qualifier la data au niveau entrepôt, plus on va gagner du temps. Donc on va remonter une data réelle et non pas théorique, c'est la grosse différence, du coup, au niveau de l'entrepôt, et donc mettre en place un certain nombre de process en amont correctifs pour avoir donc la meilleure justesse au niveau magasin ensuite. Très bien. Alors, vu que vous avez la parole, et puis comme ça, ce ne sera pas Philippe qui commencera pour une fois. Arnaud, maintenant qu'on a fait la big picture, le dessin, comment technologiquement ça fonctionne? Comment ça se passe de l'autre côté? Et puis on verra, on va un peu passer au microscope vos solutions respectives. Allez, Arnaud, pour commencer. Alors déjà, l'idée, c'est effectivement de comprendre le niveau de maturité de l'entrepôt, parce qu'il y a forcément sur plein d'éléments, que ça soit technologique, que ça soit flux, que ça soit IT, que ça soit... voilà, il y a de nombreux points à vérifier. Et en fonction, donc, on va essayer de contrôler l'ensemble des produits. Donc forcément, il y a des chaînes. Donc il y a des entrepôts de massification et des entrepôts de distribution, donc on va avoir, qui vont répondre à différents enjeux. Puisque nous, on a la chance dans le métier du retail, ou autre d'ailleurs, d'avoir 100% des flux qui passent dedans, en fait, on va pouvoir contrôler ces tags en réel qui arrivent sur les éléments. Et donc, on va fournir des tunnels de lecture. Tunnels, ça peut être Stable Station, etc. Donc, pour pouvoir contrôler l'ensemble des produits, donc 100% à une fiabilité supérieure à 99,5%. Et comment ça se présente concrètement? Quelles sont les solutions qui sont déployées? déployées? Alors la plus connue et la plus marquante, on va dire, c'est le tunnel RFID. Donc là où on va pouvoir lire à des grandes vitesses l'ensemble des produits d'un carton. Donc forcément, un carton, par exemple, c'est 100 produits en théorique. Mais est-ce qu'il y en a vraiment 100 qui arrivent, ou 98 ou 102? En général, on le sait que dans le magasin au bout de 6 mois après l'inventaire. Là, on le saura tout de suite. Et donc, ça donne de la data qualifiée. Une fois que cette data est mise au WMS, le retailer peut faire ensuite tout un tas d'actions correctives, soit travailler en amont avec les fournisseurs, soit ensuite faire du rebut, de réajustement pour que ce qui soit livré au magasin soit juste. C'est pas seulement livrer de la donnée, c'est livrer de la donnée utile qui facilite la vie des utilisateurs. C'est du réel. Là, on transforme le théorique en réel, et ce sans modifier, sans impacter la vitesse de traitement des cartons sur les convoyages et autres. Parfait. Même question pour vous, Cassandre. Comment fonctionne votre solution? Comment elle se déploie? Qui l'utilise? Au-delà du gain qu'elle peut apporter et dont vous avez déjà parlé. Après, donc, des solutions qu'on peut proposer aujourd'hui, il y en a beaucoup. En tant que métier d'intégrateur, on va surtout essayer de conseiller et d'avoir une approche de conseil, d'études avant tout. Les solutions, on a des experts dans chacune des technologies et des catégories, donc ça va être beaucoup plus simple pour nous de proposer la bonne en fonction des études. Mais généralement, ce qu'on a tendance à proposer, ça va au-delà même des solutions de traçabilité qu'on peut aussi proposer simplement BLE, RFID, ultra-wideband. Ça va être de prendre en considération l'existant. Parfois, on ne peut pas toujours pousser les murs. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser cet existant en allant sur trois catégories de solutions? Tout ce qui va être mécanisation, automatisation, avec effectivement les convoyeurs, des tables RFID de réconciliation pendant des opérations de picking, des systèmes de pick to light ou pick by light. On va essayer de faire de la traçabilité et informer via de l'identification de produits. Et là, NFC, RFID,
technologie de géolocalisation quand le cas s'y prête, computer vision aussi, des choses qui se font de plus en plus en logistique, en entreposage et logistique industrielle. Et le troisième point, ça va être comment générer cette donnée, donc l'analyser, l'exploiter. Et là, ça va être des systèmes, des plateformes IoT, de traçabilité industrielle ou d'autres technologies type Power BI, Machine Learning, ce genre d'informations. En tant qu'intégrateur, ça m'intéresse de connaître votre vision sur la complexité de ces projets-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a parlé de Decathlon, qui est une grosse entreprise. Voilà. Est-ce que c'est des projets complexes qui s'adressent du coup à des grosses entreprises qui peuvent les mener? Est-ce que ça peut être aussi des entreprises plus légères? Et puis, est-ce que c'est sur le très long terme? Est-ce que ça peut aller rapidement? Voilà. Expliquez-nous un peu la vie des projets. Alors, à contre-penser, je dirais que ce que les gens ont comme idée de la complexité à la mise en place, on va adresser, nous, aujourd'hui, beaucoup plus de PME, de petites ou de moyennes tables, que de grands groupes. Ce n'est pas forcément que de grands groupes. On en a cité quelques-uns. Je pense que j'en citerai d'autres au fur et à mesure de l'échange. Mais ça, potentiellement, ça va être intéressant quand on en parlera justement de faire les bons choix. À quelle étape de la maturité de notre entreprise on peut passer à la mise en place de solutions RFID, par exemple. Mais il y a une conscience collective que la mise en place de ces solutions, c'est compliqué. On se dit qu'on n'a pas besoin de ces technologies-là, alors que ça peut être fait assez simplement en démarrant petit, en testant plusieurs technologies de manière très simple et de voir ce qui correspond le mieux. Et entre le moment où on vient vous voir et le moment où une chaîne est déployée, ça prend combien de temps? Pour les plus rapides, 2-3 mois. Okay. C'est vraiment les plus rapides. Et sans vous le cacher, ça peut prendre 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. D'accord. Bon, on va rester sur les 2-3 mois pour le moment. Laurent, même question. Dans l'univers de la logistique, voilà, quel techno, quel un peu dispositif robot vous proposez, j'allais dire, et puis pour quel type d'acteur? Alors, nous, on se positionne, enfin, on s'affirme pas comme intégrateur. On aime bien travailler avec des partenaires. D'accord. Et nous, ce que l'on met en place, notamment depuis, on va dire, c'est 1 an et demi à peu près, et particulièrement depuis le mois de juin, c'est qu'on a changé un peu le paradigme. C'est-à-dire qu'on va voir nos clients et au lieu de leur demander « What do you want ?» qu'est-ce que vous voulez, parce que vous imaginez bien qu'en fabriquant des milliards, on a un gros catalogue, on leur demande plutôt « Why ?» Et quand on leur pose cette question, ça nous permet vraiment de les accompagner dans leur transformation interne. Pourquoi vous voulez mettre des puces sur vos produits? On en revient aux enjeux. Parce que souvent, on se dit effectivement, c'est trop cher, ça ne va pas marcher, c'est très compliqué. Oui, mais derrière, c'est quoi la valeur? Donc, on les accompagne vraiment et on part vraiment de ce point-là pour pouvoir construire avec eux une solution, embarquer avec nous des partenaires et bien sûr, mettre en œuvre nos technologies qui sont digitales. Évidemment qu'on fait du physique, vous l'avez compris, mais on a aussi une plateforme complètement digitale, d'ailleurs qui a été awardée au CES de Las Vegas, et qui nous permet de collecter de la data et de la partager et de la valoriser avec nos clients. Voilà. Ces partenaires, qui sont-ils? Est-ce qu'on peut les Alors, citer? il y a des partenaires effectivement intégrateurs. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, je peux vous citer par exemple Thales. Je peux vous citer aussi par exemple Michelin, avec qui on fait pas mal de choses en ce moment. Voilà. Et puis après des partenaires locaux, puisque moi je suis originaire de Clermont-Ferrand, donc on a quelques acteurs localement. Voilà, donc on travaille avec tout cet écosystème. Je représente aussi aujourd'hui ConnectWave, donc on a aussi cet écosystème autour de la RFID qui est très important parce que je pense qu'il y a encore un peu de démocratisation à faire sur la RFID. Voilà, donc on est vraiment sur cette approche de transfo puisqu'il faut qu'au-delà du prix et au-delà de l'étiquette, même si j'aime pas ce terme, ça a une vraie valeur derrière et surtout ça a un impact fort sur l'organisation. Et alors du coup j'ai une question presque peut-être pas philosophique mais en tout cas qui me vient, c'est est-ce qu'il faut mettre des puces partout? Est-ce que ça a un sens d'aller collecter de la data tout le temps partout? Ou est-ce qu'il y a une valeur à déployer largement? Alors je vous ai dit que je venais de Clermont-Ferrand, donc j'assume, nous on a un bon sens paysan. Voilà. Donc des fois il faut le faire. Auvergnat. Il faut le faire, bien évidemment, mais il y a des fois il ne faut pas le faire. Ouais. Quand on commence à nous dire il faut mettre des puces sur les galets pour calculer la trajectoire dans les rivières, pour savoir l'érosion, peut-être d'autres solutions quand même. Hein, voilà. Ouais. Mais oui, il faut garder les pieds sur terre. Malgré tout, dans cette partie logistique, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a de forts enjeux, ça apporte quand même des vraies valeurs. Et on voit aussi, ça c'est très important, que malgré la crise des composants électroniques, on arrive à avoir des prix qui sont extrêmement agressifs, extrêmement attractifs en France.
Mhm. Voilà. Et donc la rentabilité du déploiement se trouve dans ce Tout à fait. ce Bah, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Parfait. Allons-y, Philippe, avec Nomadic bien, Solutions. Présentez-nous un petit Donc, peu comment nous, vous déployez. On n'est surtout pas un intégrateur, puisque nos clients sont intégrateurs, ou ce sont des gens qui font de la maîtrise d'ouvrage sur des projets justement qui ont trait à la géolocalisation des biens essentiellement. Et donc cette géolocalisation, nous on l'opère avec des produits qui sont somme toute relativement classiques et éprouvés. Nomadic a vendu plus de 150 000 boîtiers dans ce genre. On en a un. dans- Voilà, je dans vais le montrer, monde. regardez, allez-y. Hop là. Voilà, c'est des petits boîtiers autonomes qui ont la particularité d'avoir un modem Bluetooth qui permet de faire un inventaire de tags quand la balise se réveille. C'est une balise qui a 18 mois d'autonomie, ça. Mais on en a d'autres pour les containers en Afrique en particulier, qui ont des autonomies de plusieurs semaines pour suivre les transports routiers du port, enfin des matériels sous douane, du port jusqu'au pays de destination, et avec un câble de sécurisation. Et donc c'est relativement classique, ça existe depuis un certain nombre d'années, mais ça a une utilité de tous les jours pour les gens qui transportent des valeurs. Et l'intérêt de ce genre de petites choses, c'est qu'on peut faire l'association en base de données directement avec un flashcode et puis le code barre qu'il y a sur le produit. Et c'est amovible, et c'est rechargeable, et c'est étanche. Ça peut rester 1 heure sous l'eau, c'est IP68. Donc même avec la petite recharge USB qui est étanche. Donc produit simple, facile à mettre en œuvre sur les plateformes parce que c'est du TCP et ça réagit à une syntaxe qui ressemble très fort au code AT des années 2000. Et donc c'est un informaticien lambda qui a les neurones à peu près bien placés, il met une demi-journée à faire l'intégration des trames qui sont émises par le modem 4G du truc. Alors ça peut faire 4G, ça peut faire LTE-M, ça peut faire 3G, 2G si on ne trouve pas la bonne fréquence. Et ça fait également SMS, c'est-à-dire que ça peut servir en standalone. Voilà, donc c'est par rapport à mes collègues, c'est un peu plus basique. Mais je l'ai noté en gras. C'est utile. Je l'ai noté en gras dans ma fiche. Vous m'avez dit la valeur ajoutée maison, c'est la fiabilité. Ah C'est bah, oui, ça la promesse. On existe depuis 2003 et j'ai eu il y a une quinzaine de jours la surprise d'avoir un intégrateur qui remplace des X8. C'est les premiers boîtiers qu'on a vendus et qui fonctionnaient toujours. Donc ça m'a fait rire. Et donc on y a revendu un nouveau boîtier, un S20. Donc voilà. Un mot sur les données collectées. Qui y a accès ensuite? Qui les utilise? Justement, c'est ça. Il y a une certaine sécurisation puisque les protocoles, on ne les donne pas à tout le monde déjà. Et puis dans la trame, il y a une sécurisation par password. Et donc, qui y a accès? C'est ceux qui développent le driver pour récupérer les trames des boîtiers. C'est assez cuculapraline, si j'allais dire. Simple d'usage. Oui, c'est assez sympa parce que ça met pas longtemps. Et une fois que c'est en route, après c'est la qualité des serveurs et puis la bande passante des serveurs qui fait le boulot. Mais on a des gens qui ont plusieurs milliers de boîtiers à nous sur leur plateforme. Et alors c'est des gens que je ne peux pas citer parce que on est dans la sécurité, mais c'est des produits qui donnent vraiment qui ont une fiabilité d'enfer. Voilà. On ne va pas citer, mais on peut passer à la seconde partie sur les conseils et les bons choix. Vous m'avez dit également, il faut avoir un avis tiers, on ne peut pas être juge et partie. Alors qu'est-ce que vous vouliez expliquer par là? C'est-à-dire que quand on veut faire, nous on ne fait qu'un tout petit bout de la chaîne logistique. Et donc pour des entreprises qui veulent vraiment rentrer dans la techno logistique, à mon avis, il faut passer par une maîtrise d'ouvrage tierce, de gens qui n'ont pas d'intérêt direct dans la vente des produits et qui vont pouvoir faire une analyse. Parce que quand on veut par exemple faire de la géolocalisation indoor, nous on y avait tâté avec Coupa dans les années 2012. C'est pas si simple. Il faut faire un plan radio, on change une armoire métallique de place, il faut recommencer. Donc à mon avis, le bon choix des technos, c'est un choix de techno qui va être, disons, estampillé par
par des gens dont c'est la spécialité. Et qui ont identifié les besoins à la et base. qui ont- On bien en revient au entendu, why mais peut-être bien entendu. de Laurent tout à l'heure. Il y a une connectivité évidente entre le besoin et puis ce qu'on va mettre en place. C'est pas la peine de dépenser plus, c'est ce que disait mon voisin. Même question, Laurent, pour les gens qui sont dans la salle, qui voudraient s'équiper, lancer des projets. Un conseil à retenir peut-être, ou que vous aimez bien passer à vos interlocuteurs. Non, je pense qu'il y a 2 erreurs à pas commettre. Parce que, je veux dire, c'est un peu C'est une autre amusant. façon de voir les conseils. C'est un peu ça fait. amusant. C'est l'effet miroir. D'abord, c'est de penser que c'est très compliqué. Mais je crois que la plus grosse erreur, c'est aussi de penser que c'est très simple. Que c'est magique. Voilà, que c'est magique. Hein. Et alors, mon voisin m'interpelle un peu. Je sais très bien que faire de la géologue, c'est très compliqué. Malgré tout. Alors, tout le monde peut se dire, ouais, mais de la géologue, il y en a partout, c'est simple. Mais si, c'est pas si compliqué, etc. Oui, mais de la géologue qui marche dans notre contexte, dans notre environnement, dans notre environnement client, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que ma voisine aussi peut en parler. J'ai On a pas fait dit des le choses. contraire. J'ai pas dit le contraire. Je Non, dis non, que la mais- géologue extérieure, c'est avec des produits comme ça, c'est Bien sûr. très simple. Mais la Mais- géologue intérieure, Bien sûr. au Donc, contraire. je rends hommage à ce que vous faites parce que en faire de manière fiable, c'est pas si simple que ça. Donc je crois que c'est ça. Après, effectivement, ce qui est très important, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. C'est pourquoi on fait ça. Donc nous, souvent, on nous amène sur des projets auxquels on ne s'attendait pas au départ parce qu'on est fabricant industriel d'objets connectés. Donc on a par exemple un grand constructeur allemand qui nous dit je veux mettre des systèmes de traçabilité dans des pare-soleils. Bon, on a notre ingénieur qui a changé le miroir du pare-soleil en une antenne. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des experts. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens qui sachent comment ça se passe. Il faut qu'il y ait des gens qui conseillent et qui soient capables d'écouter et surtout de vous accompagner. À un moment donné, il faut aussi être capable de dire écoutez, on ne sait pas faire. Ou ce que vous demandez, ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est important, je pense, d'avoir des gens qui ont de l'expérience. Des gens, alors je prône pour les Français, pour la France, qui savent produire, qui savent ce qu'est la production, qui savent ce qu'est l'antenne. Parce que là-dedans, dans la connectivité, l'une des choses les plus importantes, c'est l'antenne. Antenne en milieu humide, antenne en milieu mécanique, etc., etc. Donc voilà, il faut s'assurer que les gens qu'on a en face de nous connaissent bien tous ces sujets. Parfait. Cassandre, quand vous rencontrez de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients ou des plus fidèles qui souhaitent renouveler leurs installations, quels conseils vous leur donnez, quelles bonnes pratiques vous leur partagez? Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec mon voisin de droite. Mais Sur quelle beaucoup de unanimité sujets. cette table ronde, c'est parfait. On essaie de respecter un triptyque, on va dire, de questionnements. Ça va être définir avant tout son besoin. Quel est le besoin actuel, la performance attendue, l'environnement, prévoir le futur aussi, anticiper la croissance, puisqu'une solution qui va être bien pour vous aujourd'hui, la sera peut-être pas demain. Et surtout bien analyser le compromis entre la performance que vous demandez et ce qu'elle est réellement, puisque en fonction de la performance que vous demandez, il va y avoir un budget associé. Budget d'ailleurs qu'il faut toujours calculer sur 5 à 10 ans, pas sur 1, pas sur 2. Ça, c'est un conseil déjà. Tout à fait. Deuxième partie de ce triptyque, c'est s'informer. Vous en avez parlé juste un petit peu avant. Très bonne initiative. S'informer auprès d'acteurs, d'experts, comme on peut le voir ici autour de cette table ronde. Mais aussi s'informer auprès de clusters, d'écosystèmes qui existent et qui sont là pour ça. Le ConnectWave, bravo. Mais aussi également d'autres collectifs comme le Login, la plateforme Login pour ceux qui connaissent de chez DAR en Occitanie, qui font de l'expérimentation sur plein de technos. Et vous retrouvez les mêmes types de clusters en Bretagne ou dans d'autres régions. Il ne faut pas hésiter à y aller, à venir visiter aussi ce que des confrères sur vos métiers peuvent faire. Ça peut être intéressant. Et avoir un plan d'action. On démarre petit, comme ça on démarre rapidement et on voit. On fixe des KPI et surtout, très important, impliquer le terrain et impliquer la DSI à chaque étape de vos projets. S'il me reste un petit peu de temps. Il vous reste un petit peu de temps, bien sûr. Je voudrais vous donner 2-3 exemples de certains de nos clients qui ont suivi ce triptyque et qui en sont contents. Allons-y. Un premier client dont on a suffisamment fait les louanges auprès de ConnectWave, les criers de Cornouailles, donc dans un environnement avec des bacs de poissons, environ 80 000 bacs de poissons qu'on a étiquetés avec des tags RFID. Ils observaient 30% de pertes de vol, de pertes de ces bacs. On a permis à cette entreprise, à ces criers, d'économiser entre 150 000 et 300 000 euros par an, juste sur l'identification et sur cette boucle ouverte de bacs de poissons, qui paraît anodine. Bien sûr.
Deuxième projet, sur de la livraison du dernier kilomètre, où on a besoin de respecter une température spécifique. Aujourd'hui, vous le faites à la main, vous mettez une sonde, ça vous prend 3 heures. Cette société a mis 2 puces NFC distinctes, une pour la température et une pour l'identification. Au final, c'est pareil, 5 à 6 secondes de scan gagnées par chacune d'identification. Donc c'est plus de centaines de milliers d'euros également là aussi. Oui, c'est plein de petites actions qui, mis bout à Ouais, bout, à bout, mais au peuvent final, représenter des c'est volumes. comme ça qu'il faut réfléchir à ce projet-là. Simplifier les opérations humaines, simplifier la logistique du dernier kilomètre avec des capteurs tout simplement. Dernier projet aussi où là on a eu 3 industriels très ouverts sur des aspects d'innovation et de recherche et développement. On a créé un co-développement avec Collins Aerospace et Ramet, la filière Aubert et Duval et Michelin sur le développement d'un système de traçabilité et de géolocalisation indoor et outdoor pour la gestion de stockage et d'entreposage qui ne nécessite aucune infrastructure en fixe, pas de tag à batterie. C'est simplement un boîtier que vous allez poser sur l'existant, donc des chariots élévateurs, des transpalettes. Et à chaque fois qu'un opérateur fait un mouvement, on identifie la palette, on identifie le dernier positionnement connu du positionnement grâce à du GPS, un relais GPS dans le boîtier. On identifie où est-ce que les produits ont été pris, dans quel rack il a été posé. Et là, quelques idées très simples. On a 3 à 4 fois moins de mouvements caristes, donc moins de carburant, moins de production des chariots élévateurs, moins d'accidents. 1 à 2 heures de temps de recherche par jour en moins sur des identifiants de produits. Au niveau de la qualité, on va acheter moins de matières qu'on aurait perdues, on va acheter moins de matières qui n'auraient pas été utilisées au bon moment parce qu'on ne les retrouve plus. On a aussi, par exemple, une centaine de milliers d'euros d'économisés sur ce qu'on appelle le TRS, le taux de rendement synthétique. Donc, c'est typiquement, est-ce que votre machine, quand vous mettez on, elle va être utilisée toute la journée ou juste 50% du temps parce qu'on n'a pas le bon produit, la bonne manière au bon moment. Voilà, c'est toutes ces informations qui donnent vraiment un ROI intéressant sur... Et une performance, pour revenir au titre de la conférence. Arnaud, allez, même question, vos conseils, vos bonnes pratiques sur ces sujets. Je sais que vous êtes notamment sensible à la bonne utilisation des données. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, forcément, parce qu'une donnée qualifiée, on peut vraiment l'exploiter. Et donc, quand on dit l'exploiter, c'est-à-dire mettre tout un tas de choses en place derrière. Donc, soit des process de correction en amont, soit fournir une donnée à l'aval, mais une donnée juste, ce qui fait que ça évite de faire perdre du temps à tout l'aval. Donc oui, c'est vraiment important d'avoir ce type de données. Je vais reparler de la RFID parce qu'effectivement, la RFID, je rejoins mes collègues, c'est-à-dire qu'il faut des spécialistes. Parce que finalement, comme ça se démocratise, la RFID, tout le monde peut en faire, tout le monde propose des solutions RFID, mais bien la maîtriser, c'est encore autre chose. Un exemple, des tunnels RFID, on n'est pas les seuls à en faire, mais récemment on nous a contactés parce que les taux de performance n'étaient pas bons. Donc finalement, que faire d'une data qui est fiable à moitié? Ça, c'est le gros problème. Donc là, on est passé de 50% de fiabilité de données à 99,8%. Forcément... Il y a un petit delta. Voilà. Là, l'exemple était particulièrement, partait de bas, mais voilà, c'est-à-dire que poser quelque chose ou un concept sans savoir où on veut aller et sans vouloir aller jusqu'au bout, ça sert à rien, c'est une perte de temps et finalement c'est pas efficace. Donc après, voilà, je rejoins aussi mes collègues, c'est-à-dire pourquoi on veut le faire. Ça, c'est vraiment la clé, parce que du coup, on va raisonner forcément à court terme pour résoudre un problème, mais l'idée, c'est de se projeter aussi sur les 3, 5 ans, 10 ans qui viennent. Parce que la RFID, c'est un outil, c'est un moyen, on va pouvoir l'exploiter de plein de manières différentes, mais il faut vraiment du coup, se faire accompagner, je rejoins tout le monde, avoir des outils qui anticipent aussi l'avenir. Pourquoi? Parce que le tag, il est éphémère, notamment quand on suit des articles. Alors pas toujours, parce que j'ai des collègues qui vendent des tags durcis, mais le tag est souvent éphémère, sauf que le matériel qui va l'analyser, lui, est sur une longue période. Ça va être 3 ans, 5 ans, voire 10 ans. Et donc forcément, le tag d'aujourd'hui, le tag d'il y a 5 ans et le tag de dans 5 ans, forcément, ils sont différents, donc il faut avoir cette capacité à maîtriser cela. Et c'est là où il faut avoir, on parle d'experts, avoir des supports de grands groupes, parce que forcément, avoir cette capacité aussi à gérer des groupes, des accompagnements internationaux. Pour évoluer, c'est vraiment important d'avoir des R&D internationales puissantes, mais aussi locales. C'est-à-dire qu'il faut les besoins, le niveau de maturité de l'Europe, j'allais dire, est différent du Moyen-Orient, de l'Asie, des États-Unis. Les besoins sont différents. Donc en fait, toujours avoir ce double enjeu de... On sait où on veut aller à court terme, à moyen terme, avec... des réflexions de groupe qui peuvent évoluer aussi, partir de petits en France,
je rejoins ce qui a été dit aussi tout à l'heure. Avant, il fallait mettre 1 million d'euros pour commencer. Maintenant, n'importe qui, on accompagne, nous, des fois, un magasin à 5 000 euros. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a plus ces freins. Il n'y a plus de barrière à l'entrée. L'écosystème a vraiment évolué, ce qui fait qu'on peut mettre en place, accompagner des grands groupes. Alors, une de nos fiertés récentes, c'est l'accompagnement de McDonald's. D'accord. Qui est très médiatique. Comment ? Un déploiement très médiatique. Exactement. Donc ça, on a pu les accompagner pour le coup sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est quand même intéressant. Pas forcément uniquement avec nos produits, parce que certes on vend nos produits, mais on est aussi intégrateur de solutions si nécessaire. Et ce qu'ils ont cherché et ce qu'ils ont aimé dans notre solution, c'est vraiment notre capacité à les accompagner avec justement cette expertise et donc le fait de digitaliser entre guillemets la vaisselle, parce que vous savez maintenant avec la loi AGEC, quand on est dans un restaurant assis, il faut de la vaisselle réemployable, sauf qu'il faut pouvoir du coup tracer éventuellement cette vaisselle. Et donc la RFID est un moyen pour faire du volume. Parfait. Avant de passer à la dernière question, est-ce qu'on a des questions justement dans la salle ou est-ce qu'il y a des remarques, des interventions certains d'entre vous? Oui, alors je vais me lever parce que je crois qu'on n'a pas de micro de Rab. Je vous le passe. Bonjour. Vous parlez aussi donc de vol. Prends le micro. Vous parlez par rapport au vol exactement. Moi, ça m'intéresse par rapport à notre industrie. Mais vous parliez de containers, de la géolocalisation, mais c'est pas, il n'y a pas de, c'est situé à un emplacement T. Mais quand c'est pour du vol, par exemple la taille de benne, etc., vous avez... Alors, c'est sur le vol. Ah, par exemple pour des bennes. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que la RFID pour se protéger contre le vol? De Ben? Le vol de quoi? De bennes. De bennes, B-E-2-N-E-S. D'accord. Et ça, C'est bon, vous avez trouvé un interlocuteur. c'est pas. Oui, c'est des produits qui se déplacent, qui sont magnétiques, qui se collent et avec un petit bouton qui permet de savoir si on le décolle et d'envoyer une alarme sur la plateforme ou un SMS. Bon, vous voulez. Ben, on reviendra après alors. On prolongera la discussion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Bon, alors auquel cas, on va se pencher un petit peu sur l'avenir, sur les usages et les technos à suivre. Bon, j'imagine qu'on va parler un peu de 5G, ça surprendra personne. Allez, qui veut se lancer peut-être sur l'avenir? Arnaud, voilà, vous aviez la parole. Qu'est-ce que vous voyez dans votre longue vue pour l'avenir de ces technologies et de ces usages? Justement, nous, on est plutôt spécialisés dans la RFID, comme vous l'avez compris. Et en fait, c'est cette démocratisation qui va faire les nouveaux usages. Finalement, avant, on était uniquement sur le textile parce qu'il fallait maîtriser 100% de ses produits. Mais de plus en plus, finalement, on peut commencer petit. On peut faire répondre à beaucoup de cas d'usage. Ça peut être de l'antivol. Donc, on parlait de lutte contre le vol. Donc, ça peut être de l'antivol. Ça peut être de l'expérience client aussi. Donc à partir du moment où on pourrait dire tiens, on prend un produit sur une étagère, si l'étagère est digitalisée, ça peut mettre un message particulier. On pense au luxe par exemple. Voilà, demain on est chez une fabricant de luxe qui vient prendre un sac à main, ça peut tout de suite, on va voir quel produit est pris, mettre un message spécifique. Ça joue sur les comportements aussi clients. Donc par exemple on pourrait digitaliser des cabines dans le textile pour pouvoir gagner en confort client. Alors ça c'est pas forcément nouveau, mais c'est pas forcément très démocratisé. Donc beaucoup de choses évoluent. Le marché du champagne, voilà. J'allais vous en parler. Voilà, était un exemple. Ils étaient uniquement sur l'antivol historiquement, et là du coup, du fait de cette technologie, ils vont pouvoir répondre à d'autres besoins, c'est-à-dire lutter contre le marché gris. En gros, une bouteille de champagne est produite en France, elle part sur différents circuits avec les différents revendeurs, mais est-ce qu'au bout du bout, il n'y a pas de la contrefaçon? Est-ce qu'on est bien sûr que c'est la bonne bouteille de champagne qui est arrivée? Voire il y a des technologies donc, qui mixent RFID et NFC. Donc tout ça sur une bouteille de champagne qui était avant un produit limitant. Donc les R&D aussi travaillent tous ces sujets-là. Donc finalement, on va pouvoir ouvrir. Et un des gros exemples qui se lance au niveau international en ce moment, c'est Walmart,
qui se lance sur beaucoup, qui est quand même un gros acteur, Bien sûr. et UPS aussi qui se lance sur le sujet pour digitaliser en RFID tous ces éléments. Donc en fait, c'est cette fiabilité qui va faire qu'on va pouvoir la mettre partout, et puisque du coup, ça va résoudre tous les problèmes, enfin pas tous, j'exagère, c'est pas miraculeux, mais beaucoup de problèmes qui avaient lieu jusqu'à présent. Bon, on en reparlera peut-être dans d'autres conférences pour d'autres éditions. Allez, on va casser un peu la ligne. Laurent, qu'est-ce que vous voyez à l'avenir sur ces technos et ces usages dans la logistique? Alors, j'aime pas trop le mot logistique. Ah, J'aime préférez pas trop supply le mot chain. logistique parce que là encore, c'est pourquoi on fait ça en fait. Ouais. Alors, si on fait ça uniquement pour faire des inventaires automatiques et aller plus vite, effectivement, demain on en fera encore plus vite avec des drones, avec je sais pas quoi, voilà. Par contre, si on considère que l'identification d'un objet, c'est-à-dire en gros son identité numérique, permet derrière d'adresser des usages et surtout de connaître le client final, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, heureusement que vous êtes intervenu avant moi, sinon j'allais dire du mal du projet McDonald's, on en parlera tous les deux. ce sera l'after de la conférence. Typiquement, un client comme McDonald's, mais la plupart des clients aujourd'hui, un client comme Louis Vuitton ne connaît pas son client final. Quand vous allez acheter un sac chez Louis Vuitton, si vous ne vous déclarez pas, on ne sait pas que vous avez acheté un sac. Si votre sac il est connecté, si votre bouteille elle est connectée, on sait que vous avez acheté quelque chose, on sait que vous avez un lien particulier avec les produits. Donc je pense que demain, et c'est quasi obligatoire, j'allais dire, ça va forcément changer le paradigme de la relation client. Mais ce qui pose aussi d'autres sujets. Qui pose complètement le sujet de système de vente. Donc nous, on a travaillé récemment sur un projet assez innovant où en fait les clients de vente deviennent tous des commerciaux, puisque comme je possède un produit, le fait de le posséder me donne des droits que n'ont pas ceux qui l'ont simplement vu. Je vous passe aussi les notations dans les restaurants, etc., où là on voit n'importe quoi. Donc ça donne effectivement un droit. Et notamment, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais on a fait le premier disque vinyle connecté au monde qui nous a valu un CES, un award au CES de Las Vegas. On travaille actuellement avec des artistes qui ne connaissaient pas leurs fans. Ouais. Donc on a un partenariat avec M qui est en train de se lancer. On a fait quelque chose avec des artistes notamment aux États-Unis. Et là, on va faire une expérimentation avec Coca-Cola. Les artistes ne connaissent pas leurs fans. Donc ça va changer forcément la relation entre les producteurs et les consommateurs. Et c'est ce que doit faire le connecté, au-delà du simple mot un peu banal de logistique. Très bien. Allez, qui se lance pour les pronostics? Philippe ou Cassandre? Allez. Vas-y. Allez, Cassandre, vous savez, les pronostics, c'est fait pour se tromper. Hein. Donc, quand on... Ah, on a perdu un micro, ça y est. C'est la malédiction de ce matin qui nous reprend. Ce matin, on a commencé une conférence avec 4 micros, on a fini avec 2. Non, même pas, c'est une blague. C'est bon? Ah oui, là, on vous entend. Allez, les pronostics pour l'avenir. Alors déjà, mon prénom, étymologiquement, c'est lire l'avenir. Hein. C'est vrai, exact. Voilà. Je suis passé à côté de ça. Mais comment je suis passé? C'est parti, allons-y. On aurait dû commencer par vous. Non, ça va. Je vais parler de technologie, vraiment très focus logistique industrielle, fret et logistique entreposage classique. On va différencier les innovations, on va dire hardware, si je puis dire. Donc effectivement, des capteurs 5G, vous avez mentionné, personne n'en a parlé encore. Mais pas que, on a mentionné toutes les évolutions de l'IoT, l'évolution de la RFID et d'autres technologies en géolocalisation ultra-wideband, BLE, ce qui existe déjà, mais qui va continuer à performer, que ce soit sur des notions de précision, de prix également. Auxquelles on va pouvoir associer aussi d'autres technologies qui vont plus être orientées, on va dire, sur une partie logicielle ou analytique, tout ce qui va être machine learning, Power BI, technologie de réalité augmentée, intelligence artificielle, computer vision, qui vont vraiment aider les principes et les process logistiques à s'améliorer, que ce soit sur des gestions de fret, donc transport de marchandises à l'extérieur, gestion du picking ou de la plus courte route, comme on dit, à l'intérieur. Mais au-delà de ça, je pense que tout ça, toutes ces technologies, quelles qu'elles soient, positives, négatives, en fonction de leurs usages, il faut les accompagner de plusieurs choses. C'est ne pas se dire qu'elles vont résoudre tout. Il va falloir faire un pas. Votre process doit faire un pas vers la technologie. De ne pas oublier le rôle de l'humain, donc faire monter en compétence les opérateurs qui sont présents et qui vont travailler dans les entrepôts ou dans vos entreprises.
Toujours rester dans une démarche R&D, innovation, parce que vous pouvez être aussi ceux qui créent les technologies de demain, comme on a pu le voir sur le fameux co-développement, et aussi bien suivre pour ne pas être en retard, surtout sur les évolutions réglementaires dans la logistique autour de l'aspect environnemental. Je pense que ça va jouer beaucoup et les technologies peuvent vous aider en tout cas sur tous ces aspects-là. Et tous ces changements, c'est demain, c'est après-demain, c'est à quelle échéance? Pour beaucoup d'entre elles dont on vient de se parler, c'est plutôt demain qu'après-demain. Mais après, comme toute technologie, il y a toujours, on va dire, une rampe d'acceptation. Oui, un palier, des paliers. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Philippe, vous aurez le mot de la fin. La prédiction de la fin. La Prédiction de la finale. fin. Dans notre secteur de la géologue outdoor, il y a une chose qui est très importante, c'est la connectivité pour récupérer la data GPS ou GNSS. Et donc, je pense que des produits, des systèmes comme Kineis, on parlait de produits français. Le CNES, aujourd'hui, en début d'année 2024, va lancer une constellation de satellites dédiée à l'IoT. Et ça, c'est des choses qui, à mon avis, vont prendre. Alors, peut-être que Kineis se fera rattraper par notre ami Elon avec Starlink, qui peut mettre aussi des petits tuyaux pour les IoT dans ses constellations multiples qu'il est en train de lancer. Des milliers de satellites, donc c'est de nanosatellites, c'est assez invraisemblable et le plus drôle, c'est que ça marche. C'est qu'aujourd'hui, avec, je ne sais plus, il y a peut-être 2000 satellites qui tournent et on peut avoir du haut débit partout dans le monde. Ça interpelle quelque part. Et le jour où il se mettra à faire de l'IoT, ce garçon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et en particulier pour l'outdoor, puisque le satellitaire ne fonctionne qu'à outdoor. Donc ça, c'est une chose. Il y a également, à mon avis, on parlait de développement durable. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver, c'est le edge computing, c'est-à-dire le traitement de la donnée on-board pour limiter les flux de telle sorte à ce qu'on ne dépense pas des milliers de tonnes de CO2 pour faire tourner les serveurs distants. Donc plus on fait la mayonnaise en local, moins on émet de gaz à effet de serre. Et donc, c'est des choses que je pense être dans un avenir relativement proche. Eh bien, rendez-vous dans quelques éditions de Mobility for Business pour voir si ces prédictions se sont vérifiées. Nous terminerons, sauf s'il y a des questions, mais il n'y en avait pas de ça. Si, il y a une question, parfait, attendez. Je retente le coup, là. Bien contre le menton, s'il vous plaît. Moi, j'ai une voix qui porte, donc ça devrait aller. Oui. Je pense qu'on n'a pas beaucoup abordé la question, mais madame a initié cela, celle de l'intelligence artificielle par rapport à vos métiers. Et là, on est reparti pour une conférence, là. Si je Non, peux allez, dire au moins pour un quelques tour de mots. table. Au moins pour un tour de table. Mais c'est vrai que la question est très intéressante. Mais quelques mots justement de l'intelligence artificielle qui se marie très bien avec d'autres technologies. C'est assez rare qu'elle soit toute seule là, mais en se mariant avec d'autres technologies. C'est d'ailleurs un des projets qui a été mis en place par la plateforme Login de chez Daher. Je ne travaille pas chez Daher, je ne fais pas la promotion de Daher, mais c'est très bien ce qu'ils font en tout cas. Où ils ont associé du computer vision, donc des caméras qui vont prendre de l'information sur des colis, plus de l'intelligence artificielle typiquement, et qui vont permettre de reconnaître quels sont ces types de colis, leur taille, si c'est des colis qui ont plutôt tendance à bouger beaucoup dans l'entrepôt, donc à avoir du FIFO assez rapide, ce genre de choses, et donc de donner une indication claire aux opérateurs. Ce colis, il a cette charge-là, il va te falloir un transpalette, il va te falloir le mettre là-bas, ligne A, B, C, etc. Et donc éviter de certains accidents ou des problématiques de pénibilité de travail. Donc c'est vrai que ça va devenir aussi des outils très importants. Un sujet. D'autres remarques, d'autres réponses sur l'IA? Oui, moi je Philippe? n'aime pas le mot IA, c'est les IA, parce qu'il y en a plusieurs. Et je vous conseille d'ailleurs, pour avoir une vision très intéressante de l'intelligence artificielle ou des intelligences artificielles, de regarder une petite webconférence qui a été faite par Luc Julia, qui est l'inventeur français de Siri. Et c'est un gars qui a un discours sur l'intelligence artificielle que je trouve remarquable. Parce que, en fait,
il n'y aura pas d'agrégation de toutes les intelligences artificielles. L'intelligence artificielle, pour faire dans un domaine, ne peut pas faire ce qui n'a pas la même vocation. Très spécifique. Voilà. Ce sera spécifique. Exactement. Et Parfait. Luc Julia, vous regarderez, on boit du petit lait, c'est formidable. C'est un gars. Très bien, formidable. on mettra tout ça dans nos favoris en sortant de cette conférence. On va terminer sur cette dernière question puisqu'on atteint à peu près 50 minutes. Merci à tous les quatre pour merci. votre venue. On peut vous applaudir en fait parce que vous avez été très intéressant. Merci à tous et à toutes d'être venus assister à cette conférence. Je vous donne un petit rendez-vous quand même. À 15h30 ici, on parlera de la gestion de flotte de terminaux mobiles. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à venir nous écouter. Et puis, je vous souhaite une bonne journée sur le salon. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.